Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine Aubaret, qui est business designer au service des entreprises qui veulent une croissance stratégique en bossant moins, mais mieux. Ça paraît une très belle promesse et je suis ravie de t'accueillir, Marine, sur ce nouvel épisode. Hello Laurie, merci pour ton accueil et ton invitation. Marine, est-ce que tu peux juste nous en dire un tout petit peu plus sur ton métier de business designer qui, personnellement, le terme a beaucoup piqué ma curiosité. Et après, on parlera justement de ce que tu peux apporter, mais je veux pas trop spoiler pour l'instant. Ouais, bien sûr. Alors le job de business designer, en fait, c'est d'allier, comme tu l'as dit, la stratégie avec l'opérationnel. Pour ça, je vais bosser sur des problématiques, par exemple, de structure d'entreprise, d'organisation, de process de productivité, en proposant des solutions innovantes et créatives pour que l'opérationnel, ça soit beaucoup plus simple et efficace pour tout le monde. Donc, si j'ai bien compris, tu es là pour nous simplifier la vie, Exactement. pour être la tête pensante, pour organiser l'entreprise et créer un business, on va dire une organisation de business sur mesure pour qu'on puisse se concentrer sur notre activité et laisser la magie des automatisations, notamment, opérer. C'est exactement ça, t'as tout compris. Mais comme ce sont des outils, il faut d'abord réfléchir à tout ça. Exactement, il faut d'abord concevoir des systèmes qui sont basés sur les objectifs, les stratégies et surtout les utilisateurs qui sont au cœur de tous les systèmes et ensuite seulement à la fin on automatise. Bah, écoute, c'est parfait, Marine. Et aujourd'hui, tu es venue spécifiquement, parce que c'est vrai que les automatisations dans les entreprises, euh, c'est très vaste, puisque tu peux intervenir vraiment dans différents domaines d'activité de l'entreprise, que ce soit aussi bien dans l'administratif, la finance, mais également, et c'est là où je veux en venir, le marketing et même la vente. Et Ouais. aujourd'hui, tu vas nous parler spécifiquement de 5 automatisations peut mettre en place, 5 idées d'automatisation qu'on peut mettre en place dans son business et on va dire à chaque étape du parcours client. Exactement. Alors moi je vais beaucoup parler d'expérience client puisque c'est mon cœur de métier, mais expérience client, Excellent. parcours client, c'est la même chose pour vous, ne vous compliquez pas la vie. D'accord. Donc avant de rentrer dans ces 5 idées, moi j'ai envie de vous partager des indicateurs à surveiller, puisque si on optimise un parcours client, l'idée c'est de pouvoir faire un comparatif avant-après. Donc les indicateurs, au minimum que je recommande de suivre, il va y avoir le taux de satisfaction client, il va y avoir aussi le NPS, c'est le score net du promoteur, ça veut dire la propension et la probabilité qu'une personne vous recommande à une autre personne. Et il va aussi y avoir le CES, le score d'effort client, qui permet en fait de mesurer l'effort fourni par vos clients pour exécuter une action, une démarche, comme par exemple acheter l'un de vos produits, entrer en relation avec votre service client, votre SAV ou n'importe quel département finalement de votre business, utiliser un produit, bref, vraiment tout le parcours client. Les autres indicateurs qui sont intéressants à regarder aussi, c'est la résolution de problèmes au premier contact, c'est-à-dire si on vous fait remonter une recommandation, quel est le pourcentage de chances que vous la résolviez dès le premier message. Ensuite, il y a le taux de fidélité de vos clients, est-ce qu'ils reviennent, est-ce qu'ils vous recommandent, et puis, bien évidemment, les dépenses moyennes que vous utilisez pour votre marketing et votre parcours client. Ok, bah écoute, merci, c'est hyper précis. J'espère que nos auditeurs sont pas en PLS en train de s'imaginer qu'ils n'ont absolument rien de tout ça. Est-ce que, parce que c'est vrai que c'est des termes qu'on n'entend pas très souvent encore aujourd'hui et qui sont vraiment spécifiques à, on va dire, des techniques qui sont assez avancées en marketing. Est-ce que tu peux donner quelques clés pour mettre ça en place rapidement? Ou pour comment Ok. les observer et aussi, est-ce que tu peux nous dire si, alors moi je pense que j'ai la réponse, hein, ça s'applique aussi bien en B2B, qui sont la plupart de nos auditeurs sont en B2B, qu'en B2C. Alors, ça s'applique à tout le monde, effectivement. Pour les appliquer, c'est des indicateurs qui ont des grands noms, donc ils peuvent faire peur, mais en fait, ils sont très très simples à calculer. Si je prends par exemple le taux de résolution d'une réclamation au premier contact, ça c'est tout simple. Vous récapitulez le nombre de messages que vous recevez de vos clients pour une réclamation dans ce cas-là, et vous regardez au bout de combien de messages vous résolvez le problème. Ça c'est assez facile. Au niveau du taux de satisfaction ou du taux de recommandation, ça par exemple vous pouvez le mesurer avec des questionnaires, avec des enquêtes et même en discutant directement avec vos clients, puisque c'est eux finalement qui ont les données en tête.
Ok, bah écoute, très bien. Et juste une petite question. Si par exemple on n'a pas de réclamation, on est dans le service et c'est vrai que par exemple pour une entreprise qui vend du conseil, on n'a pas nécessairement pardon, on n'a pas nécessairement de la réclamation. Est-ce que on est obligé d'avoir tous ces indicateurs ou on peut juste choisir certains indicateurs par rapport à la pertinence que ça a pour notre profession? Alors, on n'est surtout pas obligé de tous les prendre. Là, je vous en D'accord. ai fait une liste Donc, plus ou merci. moins exhaustive parce que bah, l'idée, c'est que vous ayez un maximum d'infos. Mais l'objectif d'un indicateur, c'est qu'il soit rattaché à un objectif. Donc, si votre objectif du moment, c'est par exemple d'améliorer le taux de satisfaction client et que vous n'avez pas de réclamation, ben, ne suivez pas un indicateur qui sert à rien dans votre business. Ok, c'est parfait. Donc on récapitule, on choisit l'indicateur sur lequel on veut pouvoir mesurer une évolution et s'améliorer. Exactement. Ok, Et ce comme que au je marketing. recommande, c'est d'avoir le moins d'indicateurs possible, mais les plus stratégiques. D'accord. C'est-à-dire, dans l'idée, c'est un, voire deux maximum indicateurs par objectif. Ok, bah écoute, c'est très clair. Je te remercie. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur des automatisations simples qui peuvent être mises en place à chaque étape, Ouais. justement de ce parcours expérience client, puisque toi tu parles d'expérience client et je te rejoins, c'est la même chose. Oui, alors, du coup, pour cet épisode, je vais me baser sur le tunnel ARC qu'on voit souvent en marketing et en growth marketing. Donc, c'est un parcours client qui est constitué généralement en entonnoir et qui a 5 phases. L'acquisition, l'activation, la rétention, la recommandation et le revenu. En fait, chacune de ces lettres, ça veut dire, ça se regroupe et ça veut dire ARC. Donc, pour Euh, ceux qui l'ignorent, je vais juste faire un petit focus. En fait, c'est deux lettres, mais qui reviennent plusieurs fois. Donc, on a A, A, R, R, R. Est-ce que tu peux nous faire un rapide rappel, Marine, de chaque donc acquisition, acquisition, activation? activation, rétention, recommandation et revenu. Oui. Et à l'état, donc l'activation, c'est vraiment le premier, l'acquisition. C'est vraiment le premier niveau. C'est lorsque le client nous rencontre pour la première fois. Donc, pour redonner Exactement. l'ordre et à quelle étape stratégique ça correspond, si jamais certains de nos auditeurs ne sont pas encore très familiers avec ce framework. C'est exactement ça. Et bien justement, comme tu parles d'acquisition, on va démarrer par là. L'acquisition, ça répond aux questions comment est-ce qu'on attire à nous nos prospects, nos futurs clients? Comment, par exemple, on fait venir les gens sur notre site web? Alors, sur l'acquisition, il y a plein de stratégies qui existent. Vous pouvez faire de l'inbound, par exemple, avec de la création de contenu. Vous pouvez faire de l'outbound avec de la pub ou avec d'autres Des emails, services. des messages Voilà, directs, c'est vrai que des emails, des messages directs, de la prospection, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et l'objectif à cette étape-là, c'est de générer autant de prospects qualifiés que possible. Alors, des indicateurs à regarder généralement à cette phase-là, c'est bah, par exemple sur un site web, c'est le nombre de visiteurs total. Mhm. Vous pouvez regarder depuis quelle plateforme ils arrivent, si c'est depuis un réseau social, si c'est depuis Google ou un autre moteur de recherche par exemple. Et le système à mettre en place sur cet aspect-là, donc sur l'acquisition, si par exemple vous créez du contenu, c'est de recycler, de redistribuer les contenus que vous créez déjà, par exemple un épisode de podcast, une newsletter, une vidéo, un article de blog, sur les réseaux sociaux de façon automatique, ce qui va vous permettre en fait de savoir où est-ce que se situe votre cible et où est-ce qu'elle est le plus intéressée par ce que vous produisez, par ce que vous avez à dire. Ok, très bien. Et concrètement, qu'est-ce que tu recommandes pour mettre ça en place? Alors, pour mettre ça en place, la première chose, c'est bien évidemment de produire du contenu. Oui. Dans cet exemple-là, d'avoir un contenu pilier. Si je prends l'exemple du podcast, puisque bah, c'est le support sur lequel on est, il y a des plateformes de podcast qui permettent automatiquement de créer des posts Instagram, des posts LinkedIn, des posts Twitter, et de les diffuser ou de les planifier. Donc, par exemple, euh, moi j'ai un podcast qui est sur Ocha. Oui, Ocha me permet de créer, de retirer la description de mon podcast, d'en faire un contenu pour le réseau social que j'ai choisi et de choisir à quel moment ça va être planifié. génial. Bah, écoute, c'est super intéressant. Et du coup, si je comprends bien, tu vas prendre ton contenu et il y a donc par exemple là Ocha, mais il y a d'autres plateformes qui peuvent aider à utiliser ce contenu et le diffuser de manière stratégique en choisissant les instants où ils vont être diffusés sur d'autres plateformes ou d'autres réseaux sociaux.
C'est exactement ça. Et on peut Après, également mesurer euh, justement le résultat sur chaque plateforme. oui, alors pour ça déjà il y a les indicateurs de chacun de vos réseaux sociaux, mais en plus, si par exemple le but c'est de faire venir des gens sur votre site web pour réserver une prestation, acheter un produit, vous avez normalement installé sur votre site Google Analytics. Si c'est pas fait, je vous invite à le faire Si pour c'est pas pouvoir. fait, c'est urgent de le faire. C'est un outil qui est vraiment génial pour bah, bien connaître son audience justement et retravailler, réadapter son site pour que bah, ça colle finalement aux besoins aux besoins de votre audience et à votre stratégie. Et je parlais d'Ocha, mais il y a plein d'autres plateformes qui existent. Si par exemple vous créez des articles de blog et que vous voulez en faire par exemple des posts sur Facebook, vous pouvez mettre en place des automatisations avec des outils comme Make ou Zapier par exemple, et vous décidez que bah, à partir du moment où votre article de blog va être publié, vous mettez l'automatisation au milieu, et ensuite en résultat, le post Facebook va se créer automatiquement et sera publié automatiquement. Il y a plein de cas d'études possibles. Ok, mais du coup, question technique, il va se publier automatiquement, mais à partir dans le module, tu prépares déjà ton poste? Oui, c'est ça. Tu peux faire des extraits de données en fait de ton D'accord. post. Tu peux dire, bah, par exemple, je veux récupérer que le titre de mon article, s'il est vraiment très bien écrit, très bien copyrighté. Et du coup, mon post Facebook, ça sera bah, un nouvel article est apparu sur le blog. Tu mets la donnée du titre, donc c'est une variable. Mhm. Et ensuite, tu dis, bah, si vous voulez le lire, cliquez sur le lien. Ok, génial. Bah, effectivement, ça peut simplifier la vie de beaucoup de marketeurs qui se disent que ça prend énormément de temps de notamment rédiger. Alors ça, rédiger, les automatisations, je suis pas sûre qu'aujourd'hui vont vous permettre de prendre moins de temps pour rédiger. En revanche, tout ce qui est planification et rédaction et diffusion peuvent être optimisés. Exactement. Et au niveau de la rédaction, je vous invite à surveiller ce qui va se passer dans les prochains mois, les Oui. prochaines années, puisqu'il y a pas mal d'IA, donc d'intelligence artificielle, qui sont en train de naître un petit peu de partout. Et il y en a certaines qui écrivent justement des newsletters, des articles de blog. Donc elles seront bien évidemment à améliorer, puisqu'à la base c'est du contenu anglais, donc la traduction est pas toujours extraordinaire. Mais par contre, je pense que dans les prochains mois, les prochaines années, ces outils seront démocratisés un peu partout. Alors pour info, on a testé ça cette semaine vraiment pour tester. C'était pas hyper convaincant encore. Et en revanche, ça nécessite quand même de bien connaître son audience cible, ses fondamentaux en marketing. Sinon, on va dire que ça reste vraiment qu'un outil et ça pourra pas, c'est pas une baguette magique non plus. Mais je pense Ouais. qu'effectivement, on va voir des choses surprenantes arriver dans les prochains mois et les prochaines années. C'est ça. Du coup, je te propose qu'on passe à la deuxième étape du tunnel qui est Avec plaisir. l'activation. Mhm. Donc l'activation, ça répond à la question comment est-ce que je peux pousser ces prospects, donc que j'ai durement acquéris, à l'action. Et l'action, ça peut être par exemple remplir un formulaire, ça peut être télécharger un freebie, un lead magnet, peu importe. L'idée ici, c'est de convertir votre trafic en action positive pour votre business. Est-ce que ça peut être prendre un rendez-vous? Ça peut être prendre un rendez-vous. Je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup les gens aujourd'hui aussi. C'est ça. Donc, au niveau des indicateurs, à cette étape d'activation, on va regarder votre taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de visites et le nombre de rendez-vous, par exemple, que vous obtenez. Comme ça va vous permettre bah, d'améliorer, par exemple, le design de vos pages web, ça va vous permettre d'améliorer votre copywriting, parce que des fois, les rendez-vous ne sont pas pris parce que le copywriting n'est pas très bon. Et du coup, Pas très clair, on va dire. ouais, j'ai deux propositions de système à cette étape-là. La première, c'est d'installer un chatbot sur votre site web pour susciter l'interaction. Donc un chatbot, c'est une fonctionnalité que vous mettez sur votre site qui va permettre soit de discuter avec un robot, c'est-à-dire vous aurez préparé des scripts en avance et bah, par exemple si une personne veut réserver un rendez-vous, elle clique et elle a le lien Calendly. Mhm. Ou alors, ça peut être un live chat, et là, dans ce cas, il s'adresse à des humains. Ça peut marcher si vous êtes en équipe, par exemple, et du coup, il peut directement discuter, comme par exemple chez SFR, chez Soch, on discute directement avec des humains. Oui, c'est vrai que je pense qu'on a déjà tous testé à titre personnel et ça fait partie aujourd'hui des outils qui sont de plus en plus mis en place pour créer ce premier lien avec le prospect.
qui est même encore suspect à ce moment-là, et humaniser la relation à travers pourtant quelque chose qui est automatisé et c'est pas forcément toujours des personnes derrière et ce sont des robots, mais ça donne déjà une première connexion, ce qui permet de les faire passer à l'action. Exactement. Le deuxième système que je veux vous proposer à cette étape d'activation, et ça c'est beaucoup plus accessible, on va dire, aux débutants, c'est de rediriger votre visiteur, votre utilisateur sur des pages spécifiques de votre site en fonction des actions qu'il fait. Par exemple, vous allez le rediriger sur une démo de votre produit, un webinaire, une adhésion à la newsletter, une prise de rendez-vous, etc. En fonction vraiment du parcours qu'il fait sur votre site. Ok, donc en fonction de la navigation sur le site, on a mis en place des scénarios et en fonction du comportement du visiteur sur le site internet, il va être orienté vers un type de contenu ou plutôt un autre. C'est exactement ça. Ok, et Eve, question que tout le monde doit te poser, Marine, est-ce que tu as des outils, toi, que tu utilises et ou que tu préconises pour faire ça? Ouais, alors pour la partie chatbot que je parlais juste avant, il y a deux outils moi que j'adore. Il y en a un c'est Intercom qui Mhm. est assez connu et l'autre Oui. c'est Crisp. Ah, Crisp, Donc je ne connais pas. c'est un outil qui est pas mal qui permet de faire des scénarios assez sympas, assez complexes et moi j'aime bien l'implémenter sur certains projets clients donc c'est plutôt cool. Et pour la partie redirection de l'utilisateur, bah là, ce qui est cool, c'est que normalement, ça dépend sur quelle plateforme vous faites votre site, mais vous n'avez pas besoin d'outils, en fait. C'est juste retravailler la navigation pour dire, bah, par exemple, sur la page d'accueil, on a deux boutons. Est-ce que vous êtes un dirigeant d'entreprise ou un manager? Et en fonction de l'interaction du visiteur, bah, le contenu de la page va changer, en fait. Donc, tout simplement, on est d'accord que ça fait partie de la construction du site Internet. Ouais, C'est vraiment réfléchir le site Internet en amont et que c'est quelque chose qui est plutôt... Alors, je dirais pas que c'est facile à faire, mais ça ne nécessite pas d'ajouter des outils complémentaires sur son site Internet. C'est vraiment exactement. la construction du site en lui-même, la réflexion du parcours sur le site. C'est ça. Ça coûte pas plus cher, ça prend juste du temps. Ok. Non, mais je te remercie de le rappeler. C'est vrai que nous, c'est des choses qu'on fait aussi quand on fait des sites internet pour nos clients. Et souvent, on nous dit, enfin, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé que mon client me dise quel outil on va utiliser. Donc, je te remercie de dire et de rappeler qu'il n'y a pas d'outil spécifique pour ça. Bah, écoute, Est-ce, avec plaisir. est-ce que tu peux nous parler du troisième niveau, justement, de ce parcours, qui est le premier R? Alors le premier R que moi j'ai mis, c'est la rétention. Donc la rétention, ça répond à la question comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a eu du trafic, qu'on l'a converti, comment est-ce qu'on fait pour le faire rester ou le faire revenir? Mm. La rétention, en fait, c'est une étape où vous vous garantissez que vos prospects qui ont été activés ou convertis, ils reviennent vers vous parce que bah, normalement ils sont satisfaits de ce que vous leur avez donné juste avant. Par Oui. exemple, des exemples de rétention, c'est une personne qui va ouvrir régulièrement les emails que vous lui envoyez, qui va régulièrement aller sur votre plateforme si vous avez une plateforme en ligne, ou alors qui va visiter très souvent votre site web. Donc, c'est une C'est personne qui revient régulièrement. c'est ça, c'est presque un fan, on va dire. D'accord. J'aime bien l'idée de fan. Et en fait, c'est des personnes qui vont être vraiment intéressées par ce que vous proposez, donc votre contenu, votre produit, votre service, peu importe, et qui sont beaucoup plus susceptibles de renouveler, par exemple, un achat, si ça concerne un achat, auprès de votre business. Ok. Donc, il faut savoir aussi, mais ça je pense que vous le savez déjà tous, que c'est beaucoup plus simple de revendre un produit à un client qui est déjà content, qui revient, plutôt que d'acquérir un nouveau prospect, un nouveau client. Le coût est moins élevé puisque l'effort a déjà été fait pour acquérir ce client. Et c'est d'ailleurs, malgré tout, quelque chose, la fidélisation ou la rétention, qui n'est pas autant travaillée qu'elle ne devrait être. Exactement. Et ça, on va en parler sur l'autre R aussi, parce que j'ai des choses à dire à ce sujet. Mais je t'en prie. Mais du coup, sur la phase de rétention, il y a deux systèmes, encore une fois, mais qui se regroupent un petit peu. D'accord. Le premier système, c'est le lead scoring, c'est-à-dire la classification des leads, des prospects, en fonction des actions qu'ils font. Mettons que vous décidez qu'une personne qui visite une page de votre site web, elle gagne un point. Si elle clique sur votre lien pour prendre un rendez-vous, elle va gagner 3 points. Et si elle se présente au rendez-vous et qu'elle vous demande un devis, elle gagne 5 points. Ensuite, le lead scoring, c'est une pratique qui est
vraiment indispensable à mettre dans n'importe quel business, peu importe que vous soyez en B2B, en B2C, une grosse entreprise, une petite entreprise, peu importe. C'est vraiment un outil qui permet de qualifier vos prospects et donc d'adapter les réponses que vous allez faire au parcours client. Si par exemple une personne visite votre site et ne revient plus jamais, ça sert à rien de lui envoyer plein de promotions par mail, puisque visiblement elle n'a pas été intéressée la première fois. Oui, c'est c'est sûr qu'on va pas lui courir derrière. Même au niveau de l'image, c'est pas terrible. Exactement. Donc la première étape sur cette étape de rétention, c'est le lead scoring, c'est de qualifier les personnes qui gravitent finalement autour de votre business. Et le deuxième système qui souvent est très lié, en tout cas pour les personnes qui produisent du contenu, c'est le lead nurturing. Ça veut dire alimenter les leads, les prospects, avec du contenu pour maintenir la relation tout simplement. Donc là, vous pouvez par exemple leur envoyer des études de cas, des démos de produits, leur proposer d'autres rendez-vous ou d'autres produits. Et ça, vous pouvez le faire automatiquement en fonction, par exemple, de la période à laquelle ils ont fait une action, donc qu'on a vu dans le lead scoring, ou qu'ils ont fait un achat. Moi, ce que je fais souvent dans le lead nurturing, c'est une fois que j'ai eu un client pour une prestation précise, au bout d'un certain nombre de jours, j'ai des mails automatiques qui s'envoient, donc une séquence mail finalement, où je lui envoie des petites choses, soit des épisodes de podcast, des études de cas, ça dépend de la prestation. Ok, mais alors question un petit peu piège, c'est que ces séquences mail pour justement continuer de rester dans l'esprit du client qui Ouais. a, on va dire, vécu une bonne expérience avec nous. Quelle différence tu fais? Alors moi, j'ai la réponse, mais en fait, je voudrais que tu le dises entre la séquence mail et, par exemple, l'enrôler dans ta newsletter. Alors, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Une newsletter, c'est, on va dire, une personne, déjà, elle n'a pas forcément acheté chez vous. Non, elle s'est inscrite à la newsletter. C'est ça, elle a montré de l'intérêt pour votre communication, votre produit, votre service, mais elle n'a pas encore sauté le pas d'acheter quelque chose. Une séquence mail, alors ça peut être encore une fois si une personne n'a pas acheté, c'est pas incompatible, mais dans mon exemple, une séquence mail, c'est vraiment à partir du moment où on est convaincu que la personne est vraiment intéressée par ce que vous proposez, là derrière, vous avez une séquence mail qui va être plus stratégique, qui va être plus orientée vente, on va dire, D'accord. pour pouvoir reconvertir éventuellement la personne. Non, je te rejoins tout à fait, Marine, et c'est vrai on a souvent tendance à se dire, il a été client ou il a montré un intérêt, donc directement on va l'ajouter à notre newsletter plutôt que de faire quelque chose de différencié. En fait, c'était un peu je t'ai tendu la perche parce que je voulais l'évoquer. On a tendance à dire, ah, j'ai eu ce contact, on a déjà échangé, donc il a déjà émis un intérêt pour notre entreprise. Je vais l'inscrire à la newsletter. Alors qu'en fait, la newsletter n'est pas conçue techniquement pour faire du lead nurturing, c'est-à-dire pour continuer de rester à l'esprit de notre client et avec la, le souhait, on va dire l'objectif qu'il puisse passer à à un autre achat pas longtemps après. Merci pour toutes ces précisions. Et est-ce qu'on peut passer au R suivant? Parce qu'effectivement, le temps passe et moi, j'ai envie d'arriver aux deux R finaux. Alors le prochain R, c'est la recommandation. Ça répond à la question comment est-ce que je peux rendre la croissance de mon business, de mon activité, beaucoup plus prédictible. En fait, sur la phase de recommandation, vous allez analyser la manière dont vous amenez vos clients à vous recommander à d'autres potentiels clients et la façon dont finalement vous vous êtes forgé une place en tant que référence sur votre marché. Et ça va vous aider à prédire en fait la croissance de votre business et à créer finalement un moteur de croissance qui va être plutôt sympa. Et c'est ce qu'on disait juste avant, c'est largement sous-exploité. Oui, oui, clairement. En fait, moi, de ce que j'ai pu voir dans les prestations, c'est que souvent, on met toute l'énergie sur l'onboarding, l'accueil du client, L'acquisition, ouais. et au fur et à mesure que la prestation arrive à son terme, les efforts ils diminuent, alors que c'est dommage puisque le potentiel de réachat d'un client, il est beaucoup plus fort à la fin d'une prestation s'il a été content au milieu, et le pourcentage de recommandation, il est aussi beaucoup plus fort à ce moment-là. Donc, vraiment, il faut maintenir ses efforts tout au long de la prestation. Donc, on insiste, la relation, il faut la garder bien au chaud et la réchauffer régulièrement. Sinon, ça fait point, 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 point. Et on a moins de chances de pouvoir s'appuyer sur nos clients pour continuer de grossir.
Exactement. Et il y a une phrase que j'aime bien qui va peut-être vous parler, c'est une fois qu'un client est client dans votre business, ça n'existe plus le stade ancien client. Le client reste client, il a acheté chez vous, l'argent ne repart pas normalement. C'est vrai qu'on dit souvent c'est un ancien client, alors qu'en réalité, pas du tout. Il a déjà été client, c'est un client. Donc il faut Exactement. arrêter de le déclasser finalement. C'est ça, ne dénigrez pas les personnes avec qui vous avez travaillé, s'il vous plaît. Merci pour ce rappel. Donc dis-moi, Alors, comment on fait pour maintenir cette belle relation au chaud? moi, il y a deux choses que j'aime bien. La première, c'est d'envoyer automatiquement une demande d'avis, un questionnaire, lorsqu'un produit ou un service a été acheté au bout de quelques jours. C'est ce que je te disais tout à l'heure un petit peu plus tôt. Une fois que vous avez reçu l'avis, vous pouvez avoir une notification par exemple sur Slack, comme quoi le questionnaire a été rempli. Et une fois que vous validez ce témoignage, parce que moi je recommande souvent de valider les témoignages, on ne sait jamais, il Oui, peut être publié automatiquement sur vos réseaux sociaux, avec le même principe qu'on a vu au tout début. d'accord. Donc, avec un questionnaire qu'on envoie, notre client saisit son témoignage et après, il y a un petit sas de validation. On va dire, OK, je valide ou je valide pas, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer et le client, parfois, ça peut arriver de faire voilà, de pas avoir le témoignage qu'on attendait. Et avec une simple automatisation, une fois que c'est validé, ça peut partir, par exemple, sur notre profil LinkedIn. Par exemple, ouais. Et une autre automatisation qui est très très simple à mettre en place, je crois que ça prend moins de 2 minutes, c'est de programmer une alerte lorsqu'on parle de votre marque, de vos produits ou même de vous en tant que personne. Et pour ça, ben, vous allez sur Google Alert, vous tapez le nom de votre marque, de votre produit ou de vous, et vous êtes alerté. Alors bien évidemment, si vous avez des prénoms et noms très communs, ben là du coup ça va être un petit peu plus compliqué. Oui, c'est sûr que si on s'appelle Julie Martin, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais si effectivement on a un nom et un prénom qui sont pas trop communs, ça peut valoir le coup de mettre ça. C'est effectivement, je te cache pas que nous on l'avait fait on l'a fait depuis très longtemps et ça fonctionne très bien. C'est Ça ça, ça fonctionne très permet de bien. faire de la veille sur sa marque en fait. Exactement. Et pour en revenir à ce que tu disais juste avant pour le témoignage, parce que ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde dit, ah, faudrait que je le mette en place, mais je sais pas le mettre en place. C'est un peu un pain point encore aujourd'hui, et c'est quelque chose que les gens ont encore du mal, pour certains, à mettre en place, alors Mhm. qu'en réalité, à partir du moment où on a vécu une bonne expérience avec un client et lui, de son côté, il a vécu une bonne expérience avec nous, il faut quand même partir du principe que c'est très rare les clients qui refusent de donner leur avis sur votre collaboration. Exactement. Alors il y en a qui peuvent peut-être vouloir être anonymes, et ça c'est pas grave puisque le témoignage reste en l'état. Mais en fait, si on demande pas, bah on recevra pas en fait. C'est exactement ça. Alors c'est vrai que les témoignages qui sont pas anonymes et où il y a un nom et un prénom, c'est quand même beaucoup plus fort au niveau de la preuve sociale, Ouais. surtout avec tous les problématiques de, on va dire, de faux témoignages ou des témoignages arrangés. Euh, Honnêtement, moi, j'ai quand même vu une bonne amélioration ces dernières années avec des personnes qui acceptent beaucoup plus facilement de prendre la parole, le Graal étant le témoignage vidéo. Mais Ouais. on ne le répétera jamais assez, même un témoignage écrit avec un nom et un prénom reste un très bon témoignage qu'on peut utiliser et recueillir dans un premier temps. C'est ça. Et par rapport à cette étape-là, si vous voulez vraiment faciliter jusqu'au bout le parcours de votre client dans la recommandation, c'est vous lui préparer un template, un modèle, et il pourra se baser dessus si par exemple bah, il doit faire une vidéo ou s'il ne sait pas trop comment rédiger, bah, dans ce cas vous dites le contexte c'était ça, on avait tel problème, telle solution a été mise en place et on a vu tel résultat. Ça c'est Voilà. un template hyper simple à mettre en place et n'importe qui peut le remplir. Ça, je te le confirme, mâcher le travail, c'est quelque chose qu'on a mis en place ici depuis un bon moment. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple pour les clients de répondre aux questions quand ils ont déjà le déroulé. Et là, on vient de tester Your Charlie. Et j'espère que ça donnera de très bons résultats prochainement. Mais c'est un excellent conseil, Marine. C'est pour obtenir ces précieux témoignages et ensuite pouvoir mettre en place vos petites automatisations. Mâchez le travail de vos clients, ça réduit la friction et ça leur permet de passer à l'action. C'est ça. Et côté outils, vous avez plein d'outils de questionnaires à votre disposition qui peuvent être soit très simples, soit beaucoup plus complexes. Ça dépend vraiment le niveau d'expérience utilisateur que vous voulez proposer à vos clients. Moi, par exemple, pour certaines de mes prestations, j'ai un questionnaire ClickUp, puisque j'utilise cet outil pour gérer mon business, que j'envoie automatiquement à mes clients. Et comme c'est déjà sur ClickUp, en fait, mes bases de données sont renseignées automatiquement. Ce qui fait que à chaque question, c'est
une partie du témoignage que je vous ai dit. Donc il y a une question qui est sur le problème, une question qui est sur la transformation, et ainsi de suite. Et derrière, bah, c'est moi qui m'informe le témoignage avec toutes ces réponses-là. Ça paraît magique là pour le coup. Marine, tu le vends très très bien. Je te remercie et j'espère que ça aidera les personnes qui n'utilisent pas encore le témoignage client à comprendre et à réaliser que ça peut être facile ou pas trop difficile à mettre en place avec tous ces précieux conseils. Ouais. On arrive maintenant sur le dernier R, il me semble. Et exactement. Le dernier R, c'est le revenu. Je le mets à la fin parce que parler d'argent, c'est souvent un petit peu compliqué. Les revenus, c'est l'argent que vous rentrez de la vente de vos produits, de vos services et des revenus publicitaires. Donc ça répond à la question comment est-ce que je peux faire pour optimiser ces rentrées d'argent en dépensant le moins possible. Donc là, on est vraiment sur du Hmm. chiffre. Oui. Au niveau Et puis alors là, tu as un argument, hein. Rentrer tout ça sans dépenser le moins possible, rien que ça, c'est une promesse de rêve, hein. Alors, les indicateurs à prendre en compte, bon, bien évidemment, il y a le chiffre d'affaires, il y a le bénéfice, la marge, etc. Mais ce qui va être aussi très très important, c'est la récurrence de vos revenus. Ça va indiquer si vos offres, elles sont plus ou moins intéressantes. Et il va y avoir aussi la valeur vie client. C'est-à-dire bah, un client, Hyper une fois qu'il important. rentre dans votre business, combien de temps il vit finalement, sachant qu'on a vu qu'il ne mourrait pas complètement, mais Et on combien ne de le temps il rappellera dure. jamais assez. Et en C'est réalité, ça. la valeur vie d'un client est souvent largement sous-estimée. Et si nos offres sont bien conçues, notre système d'offres est bien conçu, un client peut rester client, alors toute sa vie certes, mais peut continuer d'acheter chez nous à plusieurs moments de son parcours avec nous. Et pas juste une fois. Ouais, et ça rejoint directement le système que je vous invite à mettre en place. Alors là, ça va demander un petit peu plus de stratégie pour le coup, mais c'est toujours en partant du lead scoring qu'on a vu précédemment, c'est de proposer des services ou des offres supplémentaires ou complémentaires personnalisées à votre client. Donc là, les stratégies, ça va être de l'upsell ou du cross-sell. Donc l'upsell, c'est bah, vendre quelque chose, par exemple, de premium Oui. à quelqu'un qui a pris une offre classique. Et du cross-sell, c'est, bah, mettons par exemple, quelqu'un vous a acheté un template d'un produit, bah, du coup, le cross-sell, ça sera de lui proposer une session de consulting pour l'aider à aller encore plus loin sur ce template. Tout à fait. Et ce sont des stratégies qui, encore une fois, sont pas encore beaucoup exploitées, surtout par les TPE et les PME. On espère que les plus grosses entreprises le mettent en place. Je ne mettrai pas toujours ma main à couper sur le sujet, mais c'est hyper précieux parce que ça permet d'augmenter effectivement la valeur vie du client. Et en dehors, sans le regarder nécessairement de notre côté, où ça augmente notre chiffre d'affaires, c'est surtout qu'on va aussi se positionner pour répondre de manière récurrente aux besoins de nos clients. Et moi, j'irais même plus loin, ça peut être aussi vraiment bien comprendre, alors dans tous les cas, bien concevoir cette offre pour pouvoir proposer du cross-sell et de l'upsell, ça nécessite de bien comprendre les besoins de notre client ou de nos clients à chaque étape. Quand ils grandissent, donc même à chaque étape. Et moi, j'ajouterais même des partenariats où aujourd'hui, on peut se positionner en disant, OK, moi, je ne suis pas forcément aujourd'hui la personne pour le faire, mais je vais m'allier avec un autre prestataire pour venir satisfaire ce besoin parce que je sais que c'est important pour vous. Exactement. Et pour vous donner quelque chose de très visuel, votre offre, elle est là pour amener votre client d'un point A à un point B. Et c'est pas parce qu'il a atteint le point B que sa route elle est finie. Vous Ah pouvez non. créer une autre offre qui va l'amener du point B au Au point point C C. et ainsi de suite. Et même qui va prendre des détours, pourquoi pas, qui va visiter un petit château à côté et revenir sur le point C par la suite. Et se positionner comme un véritable partenaire de notre client. C'est ça. Et ça fait partie de l'expérience utilisateur, que ce soit pour le client, mais même pour nous en tant que chef d'entreprise, puisqu'on évolue, nos services évoluent. Et c'est franchement hyper épanouissant de pouvoir C'est évoluer hyper en même enrichissant. temps que ses clients. Oui, et je le souhaite à tout le monde. Ouais. Et du coup, comment tu fais pour optimiser? Donc ça, c'est vraiment les automatisations. Est-ce que toi, tu as un conseil pour continuer? Donc, est-ce que c'est le canal mail? Est-ce que c'est une automatisation? Comment est-ce que tu fais, toi, pour proposer cette dernière étape de manière un peu plus automatique? Alors déjà, il faut avoir, on va dire, un certain panel d'offres pour pouvoir en proposer des supplémentaires ou des complémentaires. Je passe par des automatisations et ce que je fais tout simplement, c'est soit la campagne mail, où je dis, Mhm. bah, par exemple, tu as acheté un template, je te propose une session de consulting, ça c'est assez simple. Si une personne a pris déjà du premium, c'est-à-dire votre offre la plus grosse à l'heure actuelle en tout cas, l'étape d'après c'est, bah, je lui propose un rendez-vous. Je vais dire, ben voilà,
on a donné le maximum à cette étape-là, mais comme tu es à nouveau au point A, comme on a vu tout à l'heure, puisqu'il a évolué, bah, j'ai envie de t'accompagner au point B. Du coup, bah, je suis en train de construire une offre. Est-ce que tu veux qu'on la co-construise ensemble? Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Mes offres, je les co-construis avec mes clients et ça m'assure un taux de satisfaction qui est quand même assez sympa. C'est excellent. Je te remercie, Marine, pour ce super conseil. C'est vraiment arrêter de penser qu'il y a un plafond de verre et se positionner comme le partenaire justement du client et de se dire, OK, aujourd'hui, je t'ai offert tout ce que je pouvais t'offrir à l'heure actuelle. Co-construisons ensemble la suite de notre histoire. C'est exactement ça. C'est le principe du building public en fait. Oui, mais c'est vrai que on se fixe toujours en disant, bah, maintenant, je peux plus l'aider, il va falloir qu'il aille voir ailleurs ou pas. Et ce building public, cette co-construction, elle permet vraiment d'accompagner le client et de se dépasser, bah, lui comme nous, et ça crée des belles relations. Et justement, ça nous positionne comme ce partenaire de notre client pendant plusieurs années. Exactement. Et si on revient sur un aspect purement pratico-pratique, encore une fois, vous économisez du temps de prospection là-dessus. Donc capitalisez sur les relations que vous avez déjà. Je crois qu'on a été bien lourd d'ailleurs sur le sujet, mais on va le redire encore une fois, l'acquisition, c'est bien. Retenir, la rétention, c'est bien. Fidéliser, retenir et en faire vos meilleurs ambassadeurs de vos clients, vos meilleurs ambassadeurs, c'est hyper important et ça vous coûtera beaucoup moins cher, on va dire en temps et en ressources financières que de vouloir convertir toujours plus de nouveaux clients. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'acquisition, mais capitaliser aussi sur vos clients existants qui ne sont Oui, jamais d'anciens clients. exactement. Super, bah écoute Marine, je te remercie pour ces précieux conseils. Ça a été hyper riche, hyper dense. Ce que je vous propose, c'est juste de passer en revue les cinq étapes qui sont vraiment, Marine, je vais te laisser les redire, parce qu'après tout, c'est ton épisode. Euh, et après, on pourra conclure rapidement. Ouais. Alors, la première étape de ce tunnel, c'était l'acquisition. Comment est-ce qu'on attire ses prospects? Le système que je vous ai proposé, c'est le recyclage de vos contenus sur les réseaux sociaux. Ça, De- j'adore. Deuxième étape, c'est l'activation. Comment est-ce qu'on pousse nos prospects qu'on a attirés à l'action? Pour ça, il y a soit un système de redirection sur votre site web, soit un chatbot, un outil qui va vous permettre de discuter avec vos prospects. La troisième étape, c'est la rétention. Comment est-ce qu'on fait pour faire rester, faire revenir finalement nos clients? Il y a le lead scoring, donc attribuer des points en fonction des actions que les prospects et clients font, et le lead nurturing, c'est-à-dire nourrir finalement cette audience-là avec des contenus, avec des choses qui leur sont dédiées, qui leur sont personnalisées. L'étape d'après, c'est la recommandation. Comment est-ce qu'on rend la croissance de son business prédictible? Ben ça passe énormément par les feedbacks, les témoignages. Ça vous permet de vendre plus, mais ça vous permet aussi d'améliorer vos offres actuelles. Et la dernière étape, c'est le revenu, l'argent. Comment est-ce qu'on optimise les rentrées d'argent en dépensant le moins possible? Et pour ça, vous avez des stratégies que vous pouvez automatiser d'upsell, donc de vendre des offres au-dessus de celles que vous avez actuellement, et du cross-sell, c'est des offres qui sont complémentaires à celles que vous avez déjà vendues. Marine, je te remercie pour tous ces précieux conseils et pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ton métier de business designer. N'hésitez pas déjà à vous retrouver Marine sur LinkedIn. Elle est présente et elle poste régulièrement. Et vous pouvez également la retrouver sur son super podcast Work in Process, dans laquelle elle vous parle aussi de son métier et de toutes les automatisations que vous pouvez mettre en place pour vous simplifier la vie. Marine, je te remercie. Et si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir notre podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à diffuser, à partager ce podcast autour de vous. Marine, un grand merci et je te dis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.